C'est là que on était Christiane. Bonsoir, bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Imbert, Nicolas Imbert, qui est restaurateur de chefs-d'œuvre en pierre. Nous l'avons connu lorsqu'il fait des dalles funéraires de l'église Saint-Hermelan. Mais je vais lui laisser la parole, c'est beaucoup mieux. Merci, et à tout à l'heure. Alors, donc voilà, je suis Nicolas Imbert. Alors, petite précision, je suis restaurateur de chefs-d'œuvre, oui, de sculptures plus en particulier. Je m'occupe de sculptures essentiellement en pierre, mais pas seulement. Je travaille aussi sur les sculptures métalliques. Vous verrez un petit peu au cours de l'heure et demie, je vais vous exposer mon propos. J'essaierai de vous montrer un petit peu comment s'organise la restauration, ce que c'est que la restauration, comment ça s'organise, pourquoi moi je suis restaurateur, effectivement, sculpture et plus particulièrement pierre et métal. Il y a d'autres restaurateurs sur d'autres types de matériaux, on verra comment tout ça s'organise. Alors oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler pour la ville de Bagneux récemment, donc cette année, en 2013, sur les dalles funéraires de l'église Saint-Hermelan. Église dans laquelle j'étais déjà intervenue pour la restauration des fonds baptismaux en 2011. J'ai aussi, cette année, travaillé sur l'œuvre de Ferraud qui décore la façade du gymnase Ligné. Vous voyez le long que donc voilà, je connais un petit peu votre ville, son patrimoine. Et du coup, je vais essayer de présenter, en tout cas d'appuyer mon propos sur des exemples concrets que vous connaissez et que vous pourrez aller voir, vous avez sans doute vu peut-être en arrivant. Mon propos s'organisera autour de trois axes. Pour essayer, je vous dis, de dresser un portrait assez rapide de ce que c'est que la conservation et la restauration, la conservation-restauration du patrimoine. Voilà, alors 1h30 c'est effectivement extrêmement court. Je vais essayer de poser des jalons, des repères qui vous aideront peut-être après à approfondir vos recherches ou éventuellement à me poser aussi d'autres questions. Donc une première partie assez rapide et peu illustrée, où je vais essayer de définir et de poser un peu le cadre de ce qu'est la conservation-restauration. Dans un deuxième temps, puisque le titre de la conférence est comment conserver et restaurer le patrimoine ancien, dans un deuxième temps, j'évoquerai les différentes pathologies, les œuvres sur lesquelles j'ai été amené à rencontrer. Et dans un troisième temps, en m'appuyant sur les exemples d'intervention que j'ai eu l'occasion de mener sur le patrimoine balnéolais, j'essaierai d'illustrer mon propos de façon un petit peu plus imagée, un peu moins théorique. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc essayant de définir ce que c'est, de poser un peu un cadre de ce que c'est que la conservation-restauration, je vais déjà vous donner quelques définitions assez succinctes. D'abord, je parle de conservation-restauration et pas seulement de restauration. Alors, on est sur un double terme. Je suis issu d'une formation universitaire, l'équivalent aujourd'hui de ce qu'on appelle un master de conservation-restauration des biens culturels, c'est un diplôme qui ouvre la possibilité de travailler sur les collections publiques. Il y a dans ce terme de la formation, ce terme déjà de conservation-restauration. Alors, qu'est-ce que ça regroupe précisément? On a plusieurs aspects. On a d'abord la conservation préventive. On a aussi la conservation curative. Et on a la restauration.
Alors qu'est-ce que c'est que la conservation préventive? Eh bien la conservation préventive, c'est l'ensemble des mesures qu'on est amené à prendre pour essayer d'éviter ou de minimiser les détériorations du patrimoine. Voilà, cette notion de prévention qui est commune un peu partout. Donc conservation préventive. Conservation curative. Alors curative, on a une idée d'intervention, évidemment, plus d'intervention. Ça sera dans ce cas-là l'ensemble des actions qui sont entreprises sur un bien culturel, quel qu'il soit, ayant pour objectif d'arrêter un processus de dégradation. Et je vous ai parlé d'un troisième point, donc la restauration, qui fait partie donc aussi de ce qu'on appelle la conservation-restauration. C'est donc l'ensemble des actions entreprises sur un bien culturel destinées à améliorer l'appréciation, la compréhension et l'usage de ce bien. Et la différence avec la conservation curative. Alors, ces interventions en matière de restauration, là j'en viens ce terme plus précis, ces interventions sont mises en œuvre lorsque le bien culturel, l'œuvre, a perdu une part de sa signification ou de sa fonction du fait des dégradations, de la perte de lisibilité due au passage du temps et aux dégradations. La restauration s'appuie sur un point essentiel, c'est sur le respect des matériaux originaux, bien sûr. Ces trois définitions donc de conservation préventive, conservation curative et restauration fixent un peu les objectifs qui nous préoccuperont. Donc d'une part d'améliorer et de restituer la lisibilité d'une œuvre, et d'autre part de transmettre le patrimoine aux générations futures. Ce sont les deux principaux axes qui vont motiver nos interventions. Alors, domaine d'application de la restauration et de la conservation-restauration, évidemment, tout objet patrimonial, quelle que soit son époque ou son matériau. Alors, des peintures, des sculptures, là, je suis plutôt restaurateur de sculptures, des objets d'art par exemple, des œuvres graphiques, voilà. Des œuvres archéologiques, historiques, des œuvres contemporaines aussi, on verra. Du patrimoine, alors divers, du patrimoine industriel, des collections historiques, des collections zoologiques, je pense aux monuments palais, des choses comme ça, ethnographiques bien sûr, voilà. Vous voyez que c'est un champ d'activité extrêmement large. Évidemment, les restaurateurs ne sont pas capables de traiter l'ensemble de ce patrimoine, ils sont évidemment spécialisés. Les spécialisations s'articulent plutôt autour du type de matériaux, du type d'objet et parfois de l'époque quand celle-ci conditionne le type de dégradation. Je m'explique. Un objet archéologique a été enfoui. Un certain nombre de dégradations sont liées à ces conditions de conservation. Un restaurateur sera plus apte à traiter les objets archéologiques, même si le matériau est le même qu'une œuvre contemporaine. Je pense par exemple au métal. Voilà, donc la profession s'organise un petit peu autour de ces axes. Alors moi, ben voilà, je suis restaurateur de sculpture
est plus spécialisé sur les objets faits de matériaux minéraux au sens large du terme, la pierre et ce qui est assimilé, le plâtre, la terre cuite, et le métal. La restauration, on verra un petit peu tout à l'heure, c'est souvent, puisqu'on donne à voir, mais j'y reviendrai un petit peu, on donne à voir quelque chose. La restauration est quelque chose d'infiniment subjectif. Pour essayer d'encadrer un petit peu nos interventions, les restaurateurs se sont fixés un cadre déontologique. Alors, ces principes déontologiques ont été adoptés dans les années 60 par l'ICOM, l'International Council of Museums, c'est un bureau de l'UNESCO, qui a défini un petit peu le cadre dans lequel la conservation-restauration doit s'inscrire. Une des premières règles qu'on s'est fixées, que les restaurateurs se sont fixés, effectivement presque un peu plus d'un demi-siècle, c'est la réversibilité des traitements mis en œuvre. Cette réversibilité est parfois un peu théorique. On ne peut pas cacher que certains produits imprègnent les œuvres. Là, on a une réversibilité qui peut être parfois théorique, mais globalement, cette réversibilité est respectée. Un deuxième point essentiel, c'est la compatibilité des matériaux utilisés pour la restauration et des matériaux constitutifs des objets. Ça semble aller de soi, mais c'est important de le garder présent à l'esprit. Le troisième point, c'est la stabilité la stabilité physique et l'inertie chimique des matériaux qu'on va mettre en œuvre, notamment au cours du vieillissement de ces produits de restauration. Ils ne doivent évidemment pas, à terme, remettre en question l'intégrité de l'objet, générer des dégradations secondaires qui ne feraient que relancer les processus de dégradation et la dégradation des objets. Ce point rejoint un peu le précédent, la compatibilité des matériaux de restauration et des matériaux d'origine. Excusez-moi, le quatrième point sur lequel, qui encadre un petit peu la pratique de la conservation-restauration, c'est la lisibilité, des traitements que l'on applique. Il n'est pas question de refaire du neuf. On n'est plus sur des restaurations telles qu'elles étaient menées, par exemple, par Viollet-le-Duc. On est sur des traitements qui non seulement sont lisibles, mais c'est aussi le cinquième point, qui respectent les traces du passage du temps. Voilà. C'est un peu les 5 points autour desquels s'articule notre profession.
À partir de ça, le champ reste assez libre. Le choix des traitements, le choix de ce qu'on va donner à voir au public, à vous, est assez large. C'est ce que j'appelle la subjectivité de l'intervention. On touche à la lisibilité de l'œuvre, on touche à son aspect esthétique. D'une certaine manière, on applique un certain goût qui est conditionné par beaucoup de choses, l'époque, tributaire des modes, bien sûr. Je parlais de Viollet-le-Duc. On est tributaire aussi de pratiques qui peuvent différer d'un pays à un autre. Par exemple, la restauration, assez schématiquement, mais la restauration des œuvres métalliques, notamment des œuvres en bronze, des sculptures en bronze, est assez variable d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. En France, on est plutôt sur ce que je disais, le respect des traces du passage du temps, le respect d'une patine naturelle, on va dire, qui s'est installée un peu au fur et à mesure de l'évolution naturelle de l'œuvre dans son environnement. Aux États-Unis, par contre, on aura plutôt tendance, il faudrait nuancer ce propos, plutôt tendance à essayer de redonner une patine telle qu'elle aurait été à l'origine. Donc on peut être tributaire effectivement de certaines modes et de certaines façons de voir les choses. Voilà, globalement il n'y a pas de règle absolue en matière de traitement esthétique, de ce qu'on va donner à voir. Bien sûr, on est toujours sur l'idée de préserver le patrimoine, d'arrêter les processus de dégradation, en vue de le transmettre, je le répète, mais la façon, ce qu'on va donner à voir, finalement, c'est un parti. J'aurais tendance à dire que c'est une question d'équilibre. Donc on ne peut pas être, en tant que restaurateur, le seul décisionnaire de cet aspect-là. Il faut absolument rester modeste par rapport à l'intervention. Et d'autre part, je pense beaucoup aux collections publiques, il est absolument nécessaire de prendre, quand il s'agit de l'aspect esthétique, un certain nombre de décisions de façon collégiale. Alors, on peut proposer, on a dans nos mains, nous, restaurateurs, un certain nombre de solutions qu'on essaye d'exposer le plus clairement possible. On peut passer par un certain nombre de propositions, d'essais, qui devront être discutés par les chargés de collection, conservateurs par exemple, les commissions d'experts. Vous avez sans doute entendu parler très récemment du début de la restauration de la victoire de Samothrace. Une commission d'experts est nommée et se réunira hebdomadairement pour juger de l'avancement des travaux. Responsables de collection, responsables patrimoniaux, les élus par exemple, les élus à la culture notamment, peuvent être des interlocuteurs directs, les associations de défense du patrimoine, je pense par exemple ici aux élus Bagneux avec lesquels on a eu à discuter un certain nombre de partis pris qui ont permis de faire avancer le débat et les propositions de restauration, je crois. Les affectataires des lieux, je pense à la paroisse Saint-Herbland aussi, qui a eu sur le chantier dont je parlerai tout à l'heure, le chantier de restauration des dates funéraires et des fonds baptismaux, son mot à dire
et écouter aussi dans sa façon de voir les choses. Voilà, pour essayer de poser un petit peu quelques jalons sur ce qu'est la conservation-restauration. En partie de questions à la fin, si vous voulez revenir sur certains points, je poserai les questions que vous posez. Le deuxième point principal que je voulais évoquer ce soir, puisqu'encore une fois, il s'agit, le sujet est comment conserver et restaurer le patrimoine. Alors, en tout cas, la sculpture, puisque c'est le patrimoine que je connais le mieux. Je voudrais évoquer assez rapidement quelques pathologies, en tout cas les principales, touchant la pierre, le métal, et les solutions qu'on peut y apporter. Alors, les pathologies, d'une façon générale, elles sont fonction, évidemment, des matériaux et de leur mode de mise en œuvre. Alors, on aura des pathologies caractéristiques des pierres, calcaire, des marbres, des pierres dures, comme le granit, des roches métamorphiques aussi, qui sont peut-être parfois un petit peu différentes, mais globalement qui représentent une grande homogénéité. Des pathologies différentes touchant le bois et les matériaux organiques, on comprend assez aisément, d'autres touchant le métal, voilà, des problématiques de corrosion notamment. Des problématiques touchant les matériaux composites. Je disais tout à l'heure que la restauration ne s'occupe pas que des objets archéologiques et des collections historiques, mais également des œuvres contemporaines. Et ces matériaux composites sont maintenant sont rentrés dans des cycles de dégradation sur lesquels il faut intervenir. Voilà, les plastiques sont aussi l'objet de restauration. Les pathologies sont aussi fonction du lieu de conservation. Donc on comprend assez aisément qu'on soit à l'intérieur, dans un lieu abrité, ou au contraire en extérieur, dans un contexte climatique, environnemental beaucoup plus agressif, froid, la pluie, le vent, tout ça constitue un certain nombre de facteurs différents. Le développement des pathologies sera évidemment, la nature et le développement des pathologies sera évidemment conditionné par le contexte de conservation. Dans ce contexte-là, on pourra aussi distinguer et voir des évolutions différentes en fonction des conditions de conservation. Est-ce que l'œuvre est abritée ou non? Est-ce que il y a une stabilité climatique du lieu du lieu de conservation? Imaginons un lieu tout à fait, une grange, là, et un peu ouverte aux 80 avec des variations d'humidité, de température très importantes. Tout ça influera évidemment sur le type de dégradation, la vitesse de dégradation et les faciès d'altération. Évidemment, il peut y avoir aussi des pathologies qui sont liées à l'histoire de l'œuvre. Alors, l'histoire de l'œuvre, facteur historique, bien sûr, des dégradations, des mutilations volontaires au cours de l'histoire, mais aussi, et là, le terme pathologie a un côté un peu péjoratif, on est aussi en fonction d'objets qui sont souvent ont déjà été restaurés, ont déjà été traités, et qui présentent donc soit des problématiques de dégradation liées à ces anciens traitements, mais aussi un aspect extérieur qui inclut ces précédents traitements et qui sont la trace de son histoire et du passage du temps. Il faudra aussi s'interroger sur
ces interventions passées. Tous ces paramètres, toutes ces variables, peuvent se combiner à l'infini pour donner une variété de cas extrêmement divers, cas auxquels on doit, en tant que restaurateur, analyser pour trouver la réponse la mieux adaptée. Le restaurateur s'adapte en permanence à un cas particulier. On a un certain nombre de traitements, de produits, de méthodologies d'intervention, mais on est toujours amené à faire un retour sur le contexte, sur la nature de l'objet. On ne traite que des cas particuliers. Alors, on va balayer un petit peu assez rapidement sans rentrer dans des choses évidemment trop techniques. On verra après comment tout ça peut être illustré par le patrimoine balnéolais. Je ne parlerai encore une fois que des œuvres sculptées. J'inviterai dans un second temps peut-être un restaurateur de peinture ou voilà, qui donnera d'autres visions. Alors, assez brièvement, les pathologies qu'on rencontre le plus fréquemment. Je dis pierre, métal, spécialité, commencer par la pierre peut-être. On a globalement, on peut classer les altérations dans deux grandes familles. Les altérations de surface, les altérations superficielles, et les altérations structurelles. Alors, l'altération superficielle, on a pour tout ce qui est mouvement en pierre conservé en extérieur, problème récurrent qui est la colonisation par les micro-organismes. Promenez-vous dans le parc à côté, il y a une sculpture de Poisevaux, attribuée à Poisevaux, qui fait l'objet, fera l'objet d'une peut-être intervention, peut-être d'une intervention extérieure. On parlera un petit peu peut-être tout à l'heure si on a le temps. Les œuvres en pierre en extérieur sont quand même souvent vertes, c'est un magnifique exemple. On peut appliquer un certain nombre un traitement biocide qui anti-mousse, vous voyez, si vous avez une petite terrasse, le genre de produits qu'on peut appliquer. Voilà, ce sont des produits évidemment formulés pour la restauration, mais globalement c'est ce type de traitement. À côté de ça, on a tous les problèmes d'encrassement. Encrassement au sens très large du terme. Dépôts de poussière, les dépôts qui se forment dans les parties les plus abritées. Vous avez sans doute en tête portail. Regardez là aussi le portail de l'église Saint-Hermeland et vous verrez effectivement des zones très noires. Alors, vous verrez les traces des dégradations, des mutilations probablement révolutionnaires. On voit aussi effectivement, pour rejoindre ce que j'étais en train de dire, donc l'encrassement dans les parties les plus abritées, des dépôts noirs cimentés qui sont des dépôts de pollution atmosphérique essentiellement. Dans les dépôts superficiels, on a aussi malheureusement toutes les traces de vandalisme très actuelles, comme des graffitis, les gravures, des choses comme ça, qui malheureusement n'épargnent absolument pas les collections patrimoniales. Alors, voilà, on procède à, on verra tout à l'heure, que ces altérations, ces empoussièrements, là, pour le coup, ne touchent pas seulement
les œuvres en pierre exposées à l'extérieur. C'est un trait commun, c'est une dégradation commune à toutes les œuvres en pierre, toutes les œuvres en général, qu'elles soient conservées en extérieur ou en intérieur. On verra tout à l'heure des exemples sur les dalles funéraires de l'église Saint-Albert. Pathologie assez fréquente aussi, on verra aussi, parce que les dalles funéraires sont un bon panel de ce qui peut se présenter en matière de dégradation de pierre. Une dégradation assez récurrente, en intérieur comme en extérieur, sont tout ce qui touche la structure superficielle de la pierre, l'aspect pulvérulent, poudreux, ces pierres qui s'écaillent. Vous voyez, on voit ça sur les murs de temps en temps, les murs humides, l'apparition de salpêtre, qui s'accompagne souvent avec un matériau qui se désagrège. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement fréquent et très problématique parce que la surface, donc les volumes, s'érodent très rapidement, entraînant une perte complète de l'isthme. Pour ce type de dégradation, on peut appliquer un certain nombre de consolidants. Alors, le problème, c'est que, encore une fois, sans rentrer trop dans les détails techniques, c'est pas seulement le travail de la pluie. En général, il y a des facteurs internes à la pierre, la présence notamment de sel, alors pas sel de table, de sel au sens large du terme, notamment de sels qui vont avoir tendance à se dissoudre quand la pierre est humide et cristalliser quand la pierre sèche, entraînant une fatigue mécanique du matériau. C'est un peu l'explication de ce genre de dégradation. On verra tout à l'heure également sur les dalles comment ça peut se manifester. Quand ce type de dégradation est allé un peu trop loin, on est en présence de manque de matière, de manque formel. Alors, une dégradation, si elle est volontaire, encore une fois, elle fait partie de l'histoire de l'œuvre, donc elle est à considérer dans l'aspect qu'on voit aujourd'hui. Si elle est le résultat effectivement d'une dégradation, on peut se poser le problème de la réintégration du volume. Est-ce qu'on doit faire une partie sculptée? Comment est-ce qu'on peut la compléter? Alors, compléter soit par des mortiers, encore, on utilise des matériaux stables, inertes et pour le coup éprouvés depuis longtemps. On travaille beaucoup avec des mortiers de chaux, par exemple, de chaux et de poudre de pierre, de pigments, ce sont des traitements sur lesquels on a un très long recul et qu'on connaît, on sait être totalement inoffensif pour le matériau original. Manque formel plus important, on peut parfois se poser le problème de savoir si on doit sculpter un élément et réintégrer un élément sculpté. Il n'est évidemment pas question, la restauration est très loin de la création artistique. Hein. Donc c'est une intervention qui peut être faite que si l'œuvre est extrêmement bien documentée, si on avait une idée de l'aspect de l'œuvre avant qu'elle ne se soit dégradée. Il n'y a pas a priori pas d'interprétation. La sculpture en embosse, la sculpture est a priori une pièce unique faite par un sculpteur. On n'est pas tout à fait dans la même problématique des éléments d'architecture où on a des codes décoratifs très définis, des systèmes de moulures, des oves, des accolades, des décors végétaux, des choses comme ça, où on peut recréer assez facilement un décor. Dans le cadre de la sculpture, à moins que celle-ci ne soit documentée, les parties manquantes ne sont a priori pas refaites. Un gros problème qui va se poser aussi dans la restauration, ce sont tous les problèmes de lisibilité de l'œuvre. Alors, lisibilité formelle,
visibilité esthétique aussi. La pierre, en vieillissant, en extérieur, en fonction des dégradations qu'il a subies, encrassement plus ou moins important, érosion, peut présenter des aspects, des couleurs assez disparates, assez hétérogènes. Alors c'est quelque chose qui peut être, pas systématiquement, mais qui peut être un petit peu gênante pour l'œil, pour la circulation du regard, pour l'appréhension de la forme. On est amené à intervenir aussi à ce niveau-là, sous forme, puisque là on a des disparités de couleurs sur lesquelles donc, ils sont liés aux matériaux. On aura tendance à, un peu comme en peinture, à parler de retouche. Alors selon le contexte intérieur-extérieur, on aura tendance à agir plutôt avec toujours un matériau réversible, plutôt des aquarelles, des choses comme ça en intérieur, ou des peintures qui sont très réversibles à l'eau, ou en extérieur, des badigeons, des leds chauds, pigmentés par exemple, qui vont redonner ponctuellement un peu de couleur et une impression de cohérence. Quelque chose qui fait que le spectateur n'est pas arrêté par telle ou telle partie d'une couleur différente et peut appréhender le volume dans son intégralité. Hein, c'est toujours l'intervention en restauration tient toujours compte de ce qu'on laisse, on va donner à voir au public. Voilà pour essentiellement pour les altérations plutôt superficielles concernant qui touchent la pierre et les quelques traitements qu'on peut appliquer. Altération superficielle, altération structurelle, deux grandes catégories. Alors altération structurelle, on verra ici tout à l'heure, des éléments cassés, désolidarisés, mais conservés, il va falloir remettre en place. Alors, recours évidemment au collage, à la mise en place de structures internes métalliques, on parle de bougonnage, toujours avec des matériaux qui ne se dégraderont pas. On constate, voilà, c'est bien sûr des interventions qui ont été faites qui sont faites depuis très longtemps. Aujourd'hui, on utilise systématiquement des matériaux qui, effectivement, sont, comme je le disais tout à l'heure, stables chimiquement et physiquement, notamment l'utilisation d'acier inoxydable ou éventuellement d'alliages pivot qui n'auront pas tendance à s'oxyder, rouiller, gonfler et entraîner à plus ou moins long terme des dégradations supplémentaires. Voilà, donc collage, là aussi un certain nombre d'institutions, de laboratoires de recherche. Alors il en existe un pour les monuments historiques, il en existe un autre pour les musées de France. Ces laboratoires, en plus de l'étude des œuvres, des matériaux, des technologies, étudient aussi les traitements, les produits de restauration et procèdent à un certain nombre d'essais, de tests, de protocoles de vieillissement qui ne sont évidemment que des protocoles de vieillissement artificiels, donc ils vont donner des indications. Il faudra prendre avec les précautions d'usage, mais voilà, tous ces organismes nous permettent, nous orientent un peu dans le choix de tel ou tel produit. Alors on a effectivement à disposition un certain nombre de cols structurels, d'adhésifs structurels, les époxy, vous savez, les araldites, des choses comme ça, qui permettent d'obtenir des bonnes consolidations. On a aussi, et là on rejoint, m'a permis d'ouvrir mon propos dans les
définition, je parlais de la conservation préventive, essayer d'éviter que les œuvres ne se dégradent. Donc sur les œuvres en pierre, par exemple, on a des gros problèmes structurels qui peuvent être liés à l'infiltration d'humidité par le sol, par un problème de stabilité des œuvres aussi. Voilà. Donc on aura aussi dans la panoplie de l'intervention du restaurateur un certain nombre d'actions qui visent à isoler les œuvres ou à les stabiliser. La réalisation de semelles ou de calages isolantes, qui les isolent du mur, du sol. Voilà pour les très brièvement, très schématiquement, mais de façon finalement assez complète quand même, les différentes pathologies et les traitements qu'on est susceptible d'appliquer sur les œuvres en pierre. Alors, parce que je suis aussi restaurateur d'œuvres métalliques et parce que j'ai eu l'occasion de traiter cette œuvre de Ferraud, je vais aborder là aussi un peu de la même manière et non moins brièvement les problématiques touchant le métal. Alors, traitement du métal, là aussi on va avoir des altérations superficielles. On retrouve nos deux catégories, comme pour la pierre, altération superficielle et altération structurelle. Alors, on va retrouver un peu les mêmes choses. En surface, on aura l'accumulation de poussière, des encrassements, des taches, éventuellement des vestiges